Chantal Hébert, Michel David, bonsoir. 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 Donc, vous êtes prévenus, on est en attente d'un point de presse des autorités de la GRC. 10 morts, certains parlent de 15 au Manitoba. On verra quand ça va se produire dans les prochaines minutes. Paul Bernardo, qui encore une fois aujourd'hui a l'histoire qui a poursuivi le ministre Mendicino. Je vais vous faire entendre M. Mendicino et M. Poilievre qui est revenu avec ça en période de questions. On revient tout de suite. C'est très clair que la décision est offensive à les familles de Leslie Mahaffey et Kristen French. Et en plus que ça, il faut prévenir des autres incidents comme ça parce qu'il faut prendre une approche qui mette les droits des victimes à la centre des décisions. On sait maintenant pourquoi le premier ministre n'a pas congédié son ministre de Sécurité incompétent et trompeur. C'est parce que c'était le premier ministre lui-même qui a accepté de transférer Paul Bernardo à une prison de sécurité minimum, avec plus de liberté et de confort. Étant donné que le premier ministre est ici à Ottawa aujourd'hui, est-ce qu'il a le courage de se lever pour expliquer aux victimes de Paul Bernardo pourquoi il voulait donner davantage de liberté et confort à ce monstre? Et ce n'est certainement pas terminé, cette histoire. Chantal Hébert, première intervention, là, les questions de l'opposition n'arrêteront pas. Ils ne sont pas satisfaits des réponses. Non, et le Bloc québécois a rejoint le Parti conservateur pour réclamer la tête du ministre Mendicino, qui n'en est pas à ses premiers problèmes depuis qu'il occupe le poste à la sécurité publique ou même avant à l'immigration. Écoutez, dans le cas de cette histoire, d'abord, on s'entend, là, le premier ministre n'a pas été consulté par le service correctionnel pour savoir s'il était d'accord pour qu'on déplace un prisonnier d'une prison à sécurité maximum à une prison à sécurité moyenne. Ça ne se passe pas comme ça et ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est une chose que M. Mendicino, qui connaît bien ce système-là, puisqu'il est lui-même juriste, prend pas vraiment le temps d'expliquer, mais c'est pas aux élus, à la tête du client, de donner des commandes. Cela dit, le bureau du premier ministre a été avisé que ça allait se produire avant que ça se produise, et le message a été fait au bureau du ministre. Alors, la question, c'est si M. Mendicino dit la vérité et qu'il n'a pas été mis au courant, dans ce cas-là, il y a un gros problème, encore une fois, pas pour la première fois, de personnel, et s'il a été mis au courant, bien, il est menteur. Michel David, parce qu'effectivement, comme Chantal le souligne, il y a deux questions. C'est, le savait-il? S'il ne le savait pas, comment ça se fait? Son bureau a été mis au courant dans les faits, mais une fois au courant, que peut faire un élu? Mais il y a deux aspects, donc, Michel. Oui, bien, d'abord, pour ce qui est de la communication à l'intérieur du gouvernement, on sait qu'elle n'est pas optimale. On l'a vu dans le cas de l'ingérence chinoise. Et il y a certainement beaucoup de choses qui circulent sans que, par miracle, personne ne soit au courant. Alors ça, c'est une question. Puis comme M. Mendicino est vraiment le maillon faible du gouvernement, il n'y a vraiment pas à se surprendre que c'est sur lui qu'on tape. Maintenant, sur le fond, est-ce que, et Chantal a parfaitement raison, le service correctionnel est indépendant, en principe. Et c'est très bien comme ça, parce que il ne faut pas que chaque cas, et celui-ci, évidemment, est particulièrement odieux, serve à faire de la politique. Parce que finalement, ce que l'opposition réclame, c'est une espèce de lynchage parce que l'opinion publique est survoltée. Mais c'est pas à la population à décider ça, là, où un prisonnier doit aller purger sa peine. C'est pas pour rien que c'est indépendant. Alors là, si ça posait un danger pour la sécurité, que M. Bernardo risquait de s'évader, et là, il y aurait certainement un problème. Mais d'après ce que je comprends, même si, effectivement, c'est un pénitencier à sécurité moyenne, qui est sans doute plus confortable, comme dit M. Poilievre, il y a les mêmes clôtures, les mêmes cadenas. Oui, c'est la Macasa, là. C'est ça. Il n'y a pas de problème pour la sécurité de la société. Oui, mais c'est ça. Mais eux ont pris sur eux-mêmes de communiquer l'information au conseil privé, Chantal, et au bureau du ministre, sachant que c'est un cas horrible dans l'horreur. C'est le summum de l'horreur dans l'histoire criminelle du Canada. Alors là... Voilà. Et ils l'ont communiqué pour que, effectivement,
M. Trudeau et surtout M. Mendicino nous épargnent le spectacle de la surprise complète. Je ne sais pas comment ça a pu arriver et je n'étais pas au courant. Et là, on commence à voir une espèce de tendance lourde. Les services de sécurité préviennent le même ministère, pas le même ministre, de ce qu'un député conservateur est ciblé par la Chine et ça ne se rend pas au ministre. Là, on va de surprise en surprise et c'est à se demander, à un moment donné, quand le bureau du premier ministre, normalement, communique une information comme ça au bureau d'un ministre, parce que ça vient du bureau du premier ministre, la réaction normale, c'est de dire « faut s'en occuper ». C'est comme ça que ça marche dans un système centralisé. C'est pas de dire « Ah, quelqu'un m'a dit ça, mais j'ai pas besoin de le dire à personne ». Et normalement, si c'est vrai que ça n'a pas été communiqué au ministre, on montre la porte à quelqu'un. Oui, c'est un peu étrange. Hein? C'est un peu étrange, effectivement. Les communications, Michel David, comme vous disiez, il y a un certain nombre de cas où l'efficacité n'est pas toujours là. C'est le moins qu'on peut se dire. Puis, au-delà du problème politique que ça pose, ça peut poser des problèmes sérieux. Par exemple, dans le cas de l'ingérence chinoise, écoutez, M. Mendicino nous a expliqué que non, tous les postes de police avaient été fermés par la GRC. Puis on a compris par la suite que ce n'était pas le cas du tout. Alors là, qu'un ministre se retrouve dans l'embarras, c'est une chose, mais que ça risque d'avoir des conséquences pour la population, c'en est une autre. Très bien. Je vais vous parler, je veux quand même vous entendre, c'était pas prévu, mais je veux vous entendre là-dessus parce qu'on vient de faire une entrevue en Haïti et je n'irai pas sur Québec solidaire là, parce qu'on n'a pas le temps. Vous voyez, à venir, c'est dans quelques minutes, me dit-on. Deux choses rapides. Donc, Aide canadienne en Haïti, ce bureau en République dominicaine, annoncé par Mme Joly, 20 millions. L'ancien ambassadeur, Chantal, semble dire que c'est un bon premier pas, que ça aurait été irréaliste d'aller à Port-au-Prince. Difficile à juger d'ici, là, vous allez me dire? Oh, oui, et encore plus pour moi que pour l'ancien ambassadeur. Néanmoins, ça semble aussi être un aveu d'impuissance, à savoir qu'on n'a pas la solution et on ne croit pas qu'une intervention canadienne donnerait les résultats escomptés. On verra où ça va mener, mais j'ai l'impression, moi, que ça a plus à voir avec essayer de faire quelque chose sans s'embarquer, sans se mettre le doigt dans l'engrenage. C'est ça. Michel? Ben oui, c'est clair qu'à partir du moment où le Canada n'a pas les moyens, puis on a vu que les forces armées sont dans un état, disons, de manque assez criant, il se sentait, comme dit Chantal, obligé de faire quelque chose. Mais est-ce que le quelque chose en question va avoir des résultats? Ça, on peut se poser la question. Il y a quand même des limites à travailler à distance là, quand on essaie de contrôler des bandes criminelles. Si on n'est pas là pour faire la job, si vous me passez l'expression, c'est difficile de s'assurer qu'elle soit faite. Puis il y a un consensus, en tout cas pas une unanimité, mais un consensus pour dire qu'envoyer des militaires dans ce contexte-là n'aurait pas été la meilleure idée non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est engagé auprès de M. Biden de faire quelque chose. Le 100 millions, il découle de là aussi. Là. Il fallait qu'il y ait une annonce un jour, Chantal. Oui, et donc, on a fait quelque chose. C'est ça. Un mot, je crois que j'ai le temps de vous montrer, mesdames et messieurs, les 4 partiels de lundi. Je ne crois pas qu'il y aura de tremblement de terre politique lundi soir, mais néanmoins, ça sera intéressant. On va voir la carte des circonscriptions, les 4 circonscriptions. Au Québec, Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, circonscription qui est libérale. Oxford, Ontario, c'est conservateur. Portage-Lisker, c'est Manitoba, conservateur. Et Winnipeg, Centre-Sud, c'est libéral. Alors, M. Bernier dans Portage, c'est là qu'on va peut-être regarder avec un peu plus d'attention, Michel? Oui, on va jeter un œil, disons, mais je pense que les chances de M. Bernier sont assez minces. Là. J'entendais des gens au Manitoba qui se demandaient qu'est-ce que ce tourisme québécois venait faire là. On va regarder ce qu'il va faire, mais je pense que ce qui va être plus intéressant, je suis d'accord avec vous, il n'y aura pas de tremblement de terre. Écoutez, les conservateurs et les libéraux, là, chacun dans leur comté, ils l'ont apporté par des écarts là, qui allaient de 27 à 34 points, je pense. Alors, ça ne sera pas renversé. Mais ce que je vais surveiller particulièrement, c'est dans les comtés où les conservateurs l'ont emporté, les libéraux et le NPD étaient presque nez à nez. C'était à peu près 2 points de différence. Alors, j'ai hâte de voir comment les candidats de ces 2 partis-là vont faire
pour l'avenir, est-ce que M. Trudeau va coaliser ou réussir à ramasser les voix là, qui ont peur d'un éventuel gouvernement Poilievre, ou si au contraire, le NPD va réussir à s'attribuer une partie du mérite, en tout cas s'il y en a à trouver, du virage à gauche, entre guillemets, du gouvernement Trudeau? Chantal. Okay, 22 c'est le chiffre à surveiller pour Maxime Bernier dans le portage Lisgar. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième meilleur score de son parti au Canada en 2021. Les conservateurs de M. Poilievre veulent qu'ils finissent avec la moitié de moins que ça, ou moins si possible. La circonscription, un tremblement de terre, ça ressemblerait à quoi? Winnipeg Sud-Centre. Circonscription libérale maintenant, oui, mais que Stephen Harper a gagné en 2011. Donc, gagnable, surtout si le NPD joue plus fort. J'ai remarqué aujourd'hui qu'on a sorti Paul Martin pour appuyer le candidat libéral. On ne fait pas ça souvent, ouais. Oh! Il était content, le candidat libéral, qui est le fils du défunt ministre qui occupait la circonscription. Ah bon? Et un tremblement de terre, mais dans l'autre sens, ce serait une lutte très serrée dans Oxford, dans le sud de l'Ontario, qui n'est pas si loin du projet Volkswagen en passant, dont M. Poilievre essaie de ne pas parler en mal, même quand il parle en mal de Justin Trudeau. Ça, c'est fascinant, Volkswagen, ce dossier-là. M. Poilievre qui arrive à être sur la clôture, à ne pas être contre, puis pas totalement être pour non plus. Ça va être vraiment intéressant, ces dossiers-là, parce que c'est pas le premier. Il va en avoir d'autres avec cette compétition avec les États-Unis. Michel David, les batteries, on le voit au Québec, on l'a vu là, à Bécancour, puis il y a d'autres projets qui s'en viennent. M. Legault a dit... L'argent public là-dedans, il va falloir qu'il y ait beaucoup de pédagogie pour expliquer pourquoi on met autant d'argent public dans ces projets-là. Oui, clairement. Bien ça, écoutez, c'est toujours la même question. On calcule combien coûte chaque emploi et quand on arrive à des chiffres là, qui dépassent le million par job, il y a de quoi se poser des questions. Mais d'un autre côté, il faut bien le reconnaître, c'est l'avenir, là, enfin, en partie, la production de batteries, toute l'électrification des transports. Alors, je comprends que ça devient un symbole, là, si vous voulez, de la détermination des gouvernements à opérer la transition énergétique. Il y a de la pédagogie à faire, mais je ne peux pas blâmer les gouvernements d'être dans la course pour attirer ces entreprises-là. Parce que si on n'est pas dans la course, on l'a tout simplement, on n'a pas ces projets-là, tout simplement, Chantal. Oui, puis attention, c'est des projets de remplacement, c'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire l'industrie automobile de demain. Si on ne veut pas le faire, on peut envoyer l'industrie automobile aux États-Unis et ailleurs. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est pas seulement de devenir la filiale des batteries en Amérique du Nord, c'est de conserver des acquis et des jobs qui font vivre, entre autres, le sud de l'Ontario, pas mal, beaucoup depuis longtemps. Mais c'est fascinant de voir. Parce que hier, le directeur du budget a dit que ça pourrait aller jusqu'à 17 milliards même. Mais M. Poilievre, effectivement, là-dessus, sauf erreur, je ne l'ai pas entendu clairement dire on est totalement d'accord, on ferait la même chose, ou l'inverse. Moi, je vais résilier ces contrats-là avec ces géants, Chantal. Deux choses. D'abord, s'il dit ça, il se met en porte-à-faux avec M. Ford, premier ministre de l'Ontario, conservateur le plus influent dans la province la plus importante pour Pierre Poilievre. Et, je vous le rappelle, regardez la carte, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, une centaine, je pense, entre la circonscription d'Oxford, où on vote lundi, et le site de cette future usine de Volkswagen. En passant dans Oxford, le député conservateur sortant fait campagne pour les libéraux. Ah oui? Parce que, à l'investiture, M. Poilievre est accusé d'avoir parachuté un candidat qui ne vit pas dans la circonscription contre un membre de la famille du député sortant. Alors, l'affiche devant le député sortant conservateur, c'est une affiche rouge. Bon, il y a plus de mystère qu'on croyait. C'est ce que vous nous dites, Chantal. Ça va être intéressant. À Michel et à moi, il y a plus de mystère qu'on croyait lundi soir dans cette soirée politique. Très bien. Alors, bien, merci à vous. On se revoit très bientôt, au lendemain sûrement de ces élections partielles lundi.